Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse ensemble l'action IDEX Laboratories. C'est une société que j'ai découverte récemment et qui m'a plutôt intéressé, donc je pense que ça peut être intéressant de vous la partager, d'autant plus que le prix de l'action a pas mal baissé cette année. On est à moins 23% environ en year to date, donc on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je ne fais pas de conseils en investissement, donc je vous invite vivement à challenger tout ce que je peux dire et à faire vos propres recherches avant de prendre vos décisions d'investissement. Alors avant d'aller voir les chiffres et la valorisation, il faut déjà que je vous explique un petit peu ce qu'ils font. Donc IDEX, c'est une boîte américaine. Leur cœur de métier, c'est la production et la vente d'instruments de test pour la santé animale. Donc concrètement, ils vendent leur suite d'instruments de diagnostic aux vétérinaires. Donc ça inclut ce qu'on voit là, l'espèce de station avec leur propre logiciel et les machines de diagnostic. Et ensuite, ils vendent tous les consommables pour réaliser les tests grâce à ces machines justement. Par exemple, des kits de tests pour détecter telle ou telle maladie. Et ils font aussi de la prestation de service, donc ça va être du conseil, de la maintenance et des tests un peu plus poussés, je crois. Et donc cette partie récurrente du revenu, donc la vente de consommables et la vente de services, ça fait environ 80% de leur revenu. Donc le tableau de départ, déjà, je l'aime bien. Ils servent un type de client, donc les vétérinaires. Ils mettent chez eux leur suite d'instruments, de logiciels. Et dès que le vétérinaire facture un test au client final, forcément, le vétérinaire achète un test chez IDEX. Et donc bien sûr, plus ils arrivent à faire grossir cette base installée de machines, plus ils auront de revenus récurrents. Petite parenthèse, anecdote, et ça me permet de dire un mot sur le management. Le précédent CEO, c'est la personne qu'on voit là, Jonathan Ayers, a dû quitter son poste après 17 ans en poste quand même, à cause d'un grave accident de vélo qui est arrivé en 2019 et qui l'a rendu paraplégique. Donc c'est pas très fun et c'est bien réel. Du coup, il a pris sa retraite et maintenant, donc ce qu'il nous dit dans cet article, c'est qu'il voue entre autres sa vie à la cause animale. Et du coup, depuis 2019, c'est cette personne-là, Jay Mazelsky, qui a pris le poste. Avant ça, il faisait partie du COMEX depuis 2012, où il était responsable de la BU Animaux de compagnie Amérique du Nord. Donc je pense que c'était la plus grosse BU de la boîte. J'ai pas forcément grand chose à dire de plus sur le management. J'ai écouté le CEO parler, donc Jay. Il a l'air ok, j'ai rien noté de spécifique. Ils sont notés 3.6 sur 5 sur Glassdoor, ce qui est plutôt pas trop mal à première vue. Donc voilà, RAS à ce niveau-là. Du coup, on passe directement à l'analyse quantitative avec la rentabilité du capital, donc le ROIC qui est très élevé. Franchement, sur les dernières années, moyenne 5 ans, c'est 40%, c'est énorme. Et ça, justement, c'est la traduction, on va dire, financière de leur avantage compétitif. Morningstar, je suis allé voir, leur assigne un wide moat, donc un moat large. C'est essentiellement des switching costs très forts. Ils ont créé une sorte de dépendance des vétérinaires à leurs produits. Et le deuxième type de moat, c'est leur brevet. Ils ont breveté pas mal de techniques de test et de diagnostic, donc ça aussi c'est assez solide. Et voilà, ça c'est un premier point très positif. Ensuite, on peut parler de la croissance. Alors là, tout de suite, c'est un peu moins joli. Pourquoi ? Déjà, premier point, donc c'est relativement faible de manière générale. On a 7% de CAGR sur 5 ans sur la croissance du revenu. Et deuxièmement, parce que la croissance du revenu est en baisse sur les 12 derniers mois. Donc je ne sais pas quelle sera la croissance à Q4, mais pour l'instant on est parti sur une année quand même relativement faiblarde et on voit que 2022 et 2023 c'était pas forcément foufou non plus. D'ailleurs, dans la press release de Q3, ils annoncent qu'ils baissent la prévision du revenu de 38 millions de dollars pour l'année 2024. C'est quelque chose, je crois, qu'ils avaient déjà fait au premier et au deuxième trimestre. Donc, ça fait le troisième trimestre qui baisse la guidance. Et du coup, ils parlent de vent contraire au niveau macroéconomique et au niveau du secteur. Il faut comprendre qu'il y a eu moins de visites chez les vétérinaires par les propriétaires d'animaux de compagnie ces derniers temps. Donc, je suis allé jeter un coup d'œil aux principales raisons de cette baisse des visites chez les vétérinaires.
c'est principalement à cause de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des propriétaires d'animaux de compagnie, donc pas de surprise. Et le deuxième point, apparemment, donc comme pour les médecins, il y a une pénurie de personnel dans les cliniques vétérinaires depuis plusieurs années. Il y a un impact au moins indirect, sinon direct, sur le nombre de visites du coup. Alors tout ce contexte-là, c'est plutôt un contexte à court terme, parce que j'ai lu aussi qu'ils attendaient une stabilisation dans les prochaines années, justement de la croissance, historiquement de 2 à 3% justement pour le nombre de visites, je crois, dans les cliniques vétérinaires pour les animaux de compagnie. Et la tendance à long terme, elle est plutôt positive aussi parce qu'on a du coup des gens qui possèdent de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, bullish pour le secteur de manière générale. Mais voilà, encore une fois, c'est pas stratosphérique. On retourne sur notre petit fichier, on peut regarder rapidement les marges qui sont vraiment très clean. Donc la marge brute, on est un tout petit peu en dessous des 60%, mais on voit qu'on est en constante amélioration toutes les dernières années. La marge opérationnelle également, elle est très belle. Franchement, c'était minimum 20% il y a, on va dire, de 5 à 10 ans. Et aujourd'hui, on est proche des 30%. Alors là, j'ai pas creusé, mais je pense qu'il y a sûrement un effet mix, il faudrait vérifier. Mais je pense qu'une partie de plus en plus importante de leurs revenus est fait sur du récurrent, donc type vente de consommables et vente de services, ce qui a pour effet, je pense, de faire augmenter les marges. Ensuite, on peut regarder rapidement l'endettement, donc avec le ratio debt to equity, mais j'ai pas l'impression que le ratio il soit pertinent dans ce cas-ci parce que justement, ils rachètent massivement leurs actions. C'est pour ça qu'on voit un poste comptable de treasury stock qui est largement négatif. Du coup, ça fausse un petit peu le montant des capitaux propres. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est regarder le montant, on va dire en absolu de la dette. Donc, à court terme plus celle à long terme, on est à peu près à 1 milliard, on va dire. Et c'est pas un montant très élevé par rapport, par exemple, au cash flow qui peuvent dégager. Donc cash flow opérationnel, là on est à peu près à 1 milliard, donc ça veut dire que s'ils décident de rembourser toutes leurs dettes, ils pourraient le faire en une année, quoi. Donc RAS, et maintenant si on finit avec l'allocation du capital, donc premier point du coup c'est le montant des réinvestissements en interne. Donc j'ai fait un petit truc CAPEX plus R&D, parce que justement le montant de leur CAPEX je le trouve assez faible, je ne m'attendais pas à ça pour une boîte un peu de la sorte, et pareil R&D c'est assez faible, du coup j'ai sommé les deux. Et on est toujours sur un montant qui est quand même raisonnable. Donc ça pèse, CAPEX plus R&D, ça pèse pour un tiers des cash flows opérationnels. Donc c'est relativement faible. Mais on peut noter qu'ils sont en croissance ces dernières années. Donc bon, j'ai pas de point spécifique par rapport à ça. Et pour ce qui est des acquisitions, j'ai pas l'impression que ce soit une entreprise acquéreuse en série, entre guillemets. La dernière acquisition significative que je m'étais notée, c'était 2021 avec EasyVet. Je suis allé jeter un coup d'œil, c'est une boîte tech qui avait développé un software à destination des vétérinaires. Donc bon, voilà, ça fait sens et le montant n'est pas non plus astronomique. Et dernier point, du coup, ils ne versent pas de dividendes, c'est ce qu'on voit ici, mais ils rachètent de manière significative et consistante leurs propres actions. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et on va le voir juste après, mais du coup, ça fait baisser le nombre d'actions en circulation d'année en année. Donc, conclusion sur l'allocation du capital, on est plutôt très clean, franchement. Les cash flows opérationnels et les free cash flows augmentent d'année en année, ils réinvestissent dans la boîte, ils font des acquisitions de temps en temps. Bon, c'est pas une boîte qui fait le yo-yo, RAS, franchement, il n'y a pas vraiment de points particuliers. Et on peut finir par aller voir la valorisation, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. On commence par notre reverse DCF, comme d'habitude. Donc j'ai pris les free cash flow des 12 derniers mois, on est à 793 millions. Pour ce qui est du taux d'actualisation, alors là je me suis pas mal documenté sur le sujet ces derniers temps et j'ai adapté quelque peu mon approche. Alors c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça en a l'air parce que ça implique pas mal de jugements. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais sachez que quand on est investisseur, le taux d'actualisation, ça peut être un coût d'opportunité, c'est-à-dire la performance qu'on aurait pu avoir en investissant ailleurs. Et en l'occurrence, si ton benchmark, c'est le S&P 500, on est environ à 10% de performance annuelle historiquement. Et il faut savoir aussi que plus le discount rate est élevé, plus ça va minimiser les free cash flow futurs actualisés.
et de facto la valeur intrinsèque qu'on aura estimée. Donc un taux d'actualisation à 10%, on peut considérer que c'est légèrement conservateur et c'est ce que je souhaite personnellement. À chaque fois que je vais valoriser une société, je vais utiliser ce même taux d'actualisation. Donc tout le monde sera entre guillemets sur le même pied d'égalité. Et ma vision, c'est que si j'arrive à trouver des actions de qualité qui ont une valeur intrinsèque estimée proche de leur prix actuel, avec un taux de croissance et des free cash flow cohérent, voire légèrement conservateur, ça va commencer à fortement m'intéresser. Et par exemple, c'est le cas d'ASML qui se rapproche des niveaux de prix intéressants en ce moment, compte tenu des fondamentaux de grande qualité de l'entreprise. Je vais vous mettre le lien de la vidéo où je la valorise si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, taux d'actualisation 10%, on en a parlé. Le taux de croissance long terme 3%, donc ça c'est assez standard. Et du coup, résultat des courses, ça nous donne un taux de croissance des free cash flow à 18% par an pour justifier le prix actuel. Donc voilà, c'est plutôt très élevé par rapport à ce qu'on a pu voir en termes de croissance ces dernières années. J'ai également fait un DCF classique en prenant les mêmes hypothèses que le reverse DCF, à la différence du taux de croissance, où j'ai mis quelque chose de davantage cohérent, donc 6% par an, sachant qu'ils ont 8% de CAGR des free cash flow sur les 5 dernières années. Et là encore, c'est assez clair. L'action est largement survalorisée. Avec les fondamentaux actuels, il faudrait que le prix baisse plus de moitié pour que ça commence à être intéressant. On complète ce DCF par une valorisation par les multiples. Ça va nous permettre de comparer la valorisation d'IDEX avec des boîtes, on va dire, comparables. Ici, j'ai choisi Zoetis, qui est une boîte pharma dans la santé animale, et Agilent, qui font des instruments de mesure qui vendent à des laboratoires. Donc, première chose à noter, on en a parlé juste avant, c'est que ces trois entreprises, ces trois sociétés, elles rachètent leurs actions de manière consistante. On voit que le nombre d'actions en circulation baisse d'année en année, donc ça c'est plutôt très positif. Et forcément, ça a pour effet d'augmenter les free cash flow par action. Donc là, on voit que les trois sociétés ont au moins 10% de CAGR sur le free cash flow par action sur les 6 dernières années. Mais on voit aussi qu'à ce petit jeu-là, c'est IDEX qui gagne le combat avec ses 18% de CAGR sur les 6 dernières années sur la croissance des free cash flow par action. Et on voit tout de suite que ça vient principalement du fait qu'ils rachètent massivement leurs actions parce qu'on a vu que les free cash flow n'avaient augmenté que de 8% sur les 5 dernières années. Donc la différence, elle correspond à la valeur du dénominateur qui baisse. Et du coup, en termes de prix, ça donne quoi? Première chose, c'est que ça confirme un peu les résultats du DCF. IDEX se paye cher. Les deux autres ont des niveaux de prix élevés également. Donc là, on est à 44 de price to free cash flow, 34, 51, c'est quand même élevé. À noter que ces dernières années, le SP500 est autour des 25 en moyenne, je crois. Aujourd'hui, on est peut-être plutôt autour des 30. Donc, ça donne une indication sur le fait que ces boîtes-là, elles sont plus valorisées que la moyenne. Mais deuxième information que ça nous donne, c'est qu'avec la baisse du prix de l'action cette année, on est sur un niveau de valorisation au plus bas depuis à minima 6 ans. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Donc le prix de l'action, forcément, il a baissé compte tenu de la révision de la croissance cette année et sûrement peut-être à court terme dans les années à venir. Et si je devais résumer ce que je pense d'IDEX en guise de conclusion, ça serait que IDEX, c'est un business qui semble être de qualité avec des fondamentaux assez clean. Ça m'a l'air tout de même d'être bien géré, mais il y a des problèmes de croissance du revenu à court terme notamment, on en a parlé, parce qu'ils dépendent de leur marché final qui est celui des vétérinaires. Donc c'est en quelque sorte une fragilité. Et même si à long terme, on a des raisons d'être optimiste sur le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde, et aussi sur le fait qu'il leur reste encore plein de marchés à aller chercher, par exemple en Europe, pour moi, les perspectives de croissance sont en dessous de ce que je peux rechercher à titre personnel. Donc pour ma part, ce n'est pas une action que je compte acheter, même si j'ai trouvé ça intéressant à analyser, j'ai trouvé que le business était cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!